La France renforce sa présence au Sahel. Les soldats de l'opération Barkhane passent de 4 500 à plus de 5 000 d'ici la fin du mois. Une hausse des effectifs qui répond à un engagement de Paris. L'Est de la République démocratique du Congo, toujours en proie à des violences meurtrières. 7 personnes ont été abattues à Bénin. Les activités anti-Ebola ont été immédiatement suspendues. Et puis, c'est l'Algérie que choisit le président tunisien pour son premier voyage à l'étranger. Kaïs Saïed s'est envolé ce dimanche. Au menu des échanges avec son homologue, la situation en Libye. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Le nombre de soldats français au Sahel est revu à la hausse. De 4 500 actuellement, les militaires seront plus de 5 000 dans la région à la fin de ce mois de février. Cette décision de Paris vise donc à renforcer la lutte contre les djihadistes sur le terrain. En décidant d'augmenter le nombre de ses soldats de l'opération Barkhane, la France veut concrétiser ses engagements vis-à-vis des pays du G5 Sahel et renverser le rapport de force sur le terrain. D'ici la fin du mois de février, 5 100 soldats seront déployés dans la région contre 4 500 actuellement. L'essentiel des renforts sera déployé dans la zone dite des 3 frontières, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a indiqué ce dimanche un communiqué signé de la ministre des Armées Florence Parly. Une autre partie de ces renforts sera engagée directement au sein des forces du G5 Sahel pour les accompagner au combat. Ces 600 militaires supplémentaires, essentiellement au sol, seront accompagnés d'une centaine de véhicules blindés. Les groupes djihadistes multiplient depuis quelques mois les attaques dans la zone, entretenant une insécurité chronique pour les civils et infligeant des pertes régulières aux armées locales. La France a elle-même perdu 13 soldats en novembre dernier dans un accident entre 2 hélicoptères au combat. Depuis, Paris veut donner un coup de fouet à un dispositif que certains experts accusent de s'enliser et qui suscite de plus en plus de critiques au sein des opinions africaines. Plusieurs analystes et hauts responsables ont estimé que les prochains mois seraient essentiels pour inverser la tendance, aujourd'hui favorable au groupe djihadiste qui s'appuie avec une réussite certaine sur les tensions et frustrations des populations locales. Les actes de violence s'enchaînent dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce week-end encore, 7 personnes ont été tuées par des miliciens à Béni. Dans le même temps, les activités anti-Ebola ont été suspendues. À Bakato, nous sommes dans la province voisine de l'Ituri, après une autre attaque. C'est l'ONG Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme qui a apporté l'information. 7 cadavres et 7 blessés ont été retrouvés samedi dans la cité de Mamov, dans le territoire de Béni au nord Kivu, en République démocratique du Congo. Des miliciens Maï-Maï avaient aussi attaqué 3 positions de la police congolaise, d'après la même source. Une série d'attaques meurtrières attribuées au groupe armé Forces démocratiques alliées, ADF, ont été rapportées ces derniers jours dans la région de Béni, après des semaines d'accalmie. Dans la province voisine de l'Ituri, des miliciens ont attaqué l'hôpital de Biakato, un centre de riposte contre Ebola, ce qui a entraîné la suspension des activités de riposte depuis ce samedi. D'après des témoins, au cours de l'attaque, les miliciens scandaient des chansons hostiles à la riposte et à la gloire de leur fétiche. Les assaillants ont été repoussés par les casques bleus et l'armée congolaise après avoir causé des dégâts matériels selon différentes sources. Déclarée en août 2018, l'épidémie d'Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a fait 2244 morts sur 3423 cas de contamination enregistrés. Les activités de riposte contre la maladie sont régulièrement perturbées en raison de l'insécurité due à des violences armées dans ces 2 provinces. En Tanzanie, à présent, on évoque ce drame qui est donc survenu au cours de ce service, au cours de cet office religieux, survenu dans un stade au nord du pays. Au moins 20 personnes ont été mortes, ont été tuées, piétinées. C'était samedi dans une bousculade. Dans cette région, de nombreux évangélistes promettent donc miracles et prophéties à leurs patients. Le bilan était à au moins 20 décès et de plusieurs blessés dimanche.
Mais il pourrait encore s'alourdir, d'après un responsable gouvernemental tanzanien, commissaire de district de la ville de Moshi, située au pied du Kilimandjaro, où le drame s'est produit. La bousculade a eu lieu au moment où un prédicateur populaire a versé de l'huile sainte sur le sol. Les fidèles, d'après des témoins, se sont ensuite précipités pour la toucher dans l'espoir d'être guéris de leur maladie. La foule assistait en effet à une cérémonie de prière dirigée par Boniface Mwamposa, qui se surnomme l'apôtre et dirige un mouvement évangéliste appelé « Lève-toi et brille Tanzanie ». Le prédicateur s'est enfui après la bousculade. Sur les ondes de la télévision nationale, le chef de la police tanzanienne, Simon Siro, l'a appelé dimanche à se rendre afin d'être interrogé. Une enquête a été ouverte par la police sur cette affaire. Il a également été déclaré que la police allait se pencher sur la manière dont les organisations religieuses gèrent des messes auxquelles participent souvent des centaines de personnes. Depuis quelques années, la Tanzanie connaît une augmentation du nombre de pasteurs de l'évangile de la prospérité qui promettent des remèdes miracles. La violence et le crime organisé sont récurrents en Afrique du Sud. 9 mineurs illégaux ont été lapidés à mort. C'était ce week-end dans une banlieue de Johannesburg, la capitale. La police parle d'un acte barbare et a donc ouvert une enquête. La police sud-africaine enquête sur le meurtre de 9 ressortissants du Lesotho impliqués dans des activités minières illégales. Ils ont été lapidés à mort à Motoleville par des Amazama, entendés mineurs illégaux originaire du Lesotho, un petit royaume enclavé de l'Afrique du Sud. Les corps des 9 victimes ont été retrouvés dans les rues de Motoleville, tandis qu'une 10e personne a été grièvement blessée et transportée à l'hôpital, a précisé la police dans un communiqué. Il semble que les violences ont éclaté entre les groupes rivaux de mineurs illégaux qui agissent dans la zone, a expliqué le porte-parole de la police. Les forces de sécurité sud-africaines ont lancé une chasse à l'homme et la police procédait depuis ce week-end à l'interrogatoire de 87 personnes. L'Afrique du Sud est considérée comme l'un des pays les plus violents au monde. Selon des statistiques officielles, plus de 21 000 personnes ont été tuées en un an entre avril 2018 et mars 2019, soit une moyenne de 58 meurtres par jour. Entre 8 000 et 30 000 mineurs illégaux ou les Amazama, entendez ceux qui tentent leur chance en Zoulou, opèrent dans le pays selon la Commission sud-africaine des droits de l'homme. Ils prennent des risques énormes à creuser dans des tunnels et puis désaffecter. Mais ils doivent désormais faire face à un autre danger grandissant, celui des gangs, impliqués régulièrement dans des règlements de compte. En septembre 2015, au moins 20 personnes avaient été tuées dans des violences impliquant des gangs de mineurs illégaux dans la région de Johannesburg, longtemps capitale mondiale de la production de l'or. Et le président tunisien Kaïs Saïed a entamé son premier voyage officiel à l'étranger. Il s'est en effet envolé ce dimanche pour Alger, la capitale de l'Algérie, après 3 mois passés au pouvoir. C'est l'occasion donc pour lui de parler du conflit en Libye, son pays voisin, avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Au menu de la rencontre, d'après un communiqué de la présidence algérienne, les 2 présidents tunisiens et algériens évoqueront les situations internationales et régionales. En ligne de mire, la situation en Libye et en Palestine occupée. Dans sa première interview télévisée jeudi soir, le président tunisien a indiqué avoir attendu la fin du processus électoral en Algérie pour s'y rendre. Le président Saïed, qui revendique les valeurs de la révolution de 2011, doit rencontrer son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, élu lors d'un scrutin contesté, tandis que se poursuit depuis près d'1 an le Hirak, un mouvement populaire inédit contre le régime en Algérie. Cette visite officielle intervient une semaine après qu'Alger a réuni les ministres d'Affaires étrangères de la région au sujet de la crise en Libye, qui a de profondes répercussions sur ses voisins algériens et tunisiens. La visite concernera également le commerce, l'énergie et le tourisme, d'après la présidence.
Les autorités algériennes et tunisiennes coopèrent aussi dans le cadre de la lutte antiterroriste, essentielle pour venir à bout des groupes armés opérant dans les régions montagneuses frontalières et où les attaques et opérations sont récurrentes. La présidence algérienne a par ailleurs annoncé qu'elle allait rapatrier les 10 Tunisiens, toujours à Wuhan, avec ses 36 ressortissants bloqués dans cette ville chinoise d'où est partie l'épidémie du nouveau coronavirus. La Tunisie dépend en outre de l'Algérie pour sa consommation de gaz naturel et le commerce avec son voisin algérien est crucial, ses exportations ayant souffert de la perte du marché libyen. En Côte d'Ivoire à présent, la commune de Yopougon est tête noire de monde ce samedi. Le Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, a organisé un meeting dénommé le meeting de libération à Abidjan pour demander donc la libération de le président Laurent Gbagbo. Un rassemblement qui intervient donc à 4 jours de l'audience pour l'examen de l'appel de la procureure de la CPI suite à l'acquittement de Laurent Gbagbo pour ses accusations de crimes contre l'humanité. Pour l'occasion, la place Fig-Gayo de Yopougon à Abidjan était noire de monde. L'objectif était clair, demander la libération pure et simple de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé lors des audiences des 6 et 7 février prochains, prévues dans le cadre de leur procès en appel devant la Cour pénale internationale, suite à leur acquittement pour les accusations de crimes contre l'humanité. Évitons de personnaliser les choses. L'objectif de ce meeting, c'est de montrer à la CPI que la Côte d'Ivoire réclame le président Laurent Gbagbo. Il n'y en a pas d'autre. Et je pense que l'objectif est atteint. Et la troisième chose qui, de mon point de vue, est la plus importante, c'est que Laurent Gbagbo est pour la Côte d'Ivoire le chaînon manquant de la réconciliation et de la paix. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui le réclame, au-delà des 5 militants du Front populaire ivoirien. Vous avez vu le PDCI à nos côtés, vous avez vu EDS à nos côtés. Que le président Gbagbo est un homme soutenu, un homme aimé par son peuple, un homme qui est réclamé par la population de Côte d'Ivoire et qui inspire beaucoup d'impatience aujourd'hui de le voir revenir dans son pays avec son ministre Charles Blé Goudé. Lors de ce rassemblement dénommé le meeting de la libération, les militants et sympathisants du parti de l'ancien président, le Front populaire ivoirien, ont dans leur majorité arboré le blanc, signe de paix selon son secrétaire général. Nous sommes en blanc pour la paix. Nous sommes en blanc pour conjurer le mal. Nous sommes en blanc pour repousser la barbarie qui s'est abattue sur notre pays. Nous sommes en blanc pour dire que le 5 et le 6 et le 7 février, Laurent Gbagbo doit être libéré et être ici en Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire le 6 et le 7 sont des jours essentiels pour nos peuples. Tenons-nous prêts. Écoutons ce qu'ils vont dire pour que nous nous levions. Parce que personne ne viendra lutter pour nous. Personne. Ce meeting était également une occasion pour le FPI et ses alliés de fustiger la gestion du pouvoir par le président Alassane Ouattara. Selon les leaders du Front populaire ivoirien, la Côte d'Ivoire, sous l'actuelle administration, connaît un recul démocratique et une montée de la pauvreté. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.